Bonneuvrier, effectivement, je suis de la société Altrad Endel. La société on se considère comme le leader français de la maintenance industrielle et des services à l'énergie. On travaille dans les différents secteurs. On a à la fois l'ingénierie, la construction, on fait la maintenance industrielle et modification d'installation, les transferts et démantèlements, ainsi que les formations. On a des écoles de formation, écoles de métiers, à notre sein. Les secteurs industriels, c'est la chimie, la pharmacie, on les voit, hein, c'est les industries des procédés, la défense navale, l'industrie de transformation et l'énergie. Notre histoire, le groupe Altrad a acquéri en fait le groupe Endel, on est 5000 personnes. On est issu de l'entrepôt, enfin de la société qui s'appelait Entrepose et de l'Âtre. On a été associé à Engie comme actionnaire principal et Engie a cédé à Altrad finalement en 2022, c'est très récent. Toute activité Endel, donc le maintenancier. Alors, pour situer, finalement, on avait 4 sociétés dans Engie Service. Il y avait Cofeli, il y avait Axima, Ineo et Endel. Endel est parti chez Altrad, c'était le maintenancier industriel. Axima et Ineo étaient plutôt les électriciens et le froid finalement du groupe. Ils sont partis, eux, dans la partie Bouygues, et Cofili est resté au sein d'Engie pour aussi assurer la maintenance plutôt des utilités, enfin des bâtiments, voilà. Essentiellement, enfin, pas que forcément. Altrad, on est 55 000 collaborateurs. Endel, nous, on est 5 000. On est dans la branche service. Voilà, ça permet de situer qui on est. On est répartis à travers la France, à travers 140 implantations, plus ou moins en train de bouger avec... voilà, donc Voilà, ça c'est la présentation rapide du groupe et on s'intéresse effectivement aux outils de la maintenance 4.0. Donc on va retrouver les éléments. Il y a, je rentre dans le vif du sujet. En fait, il y avait une manière de présenter qui aurait pu être celle-là. Et je vais carrément la sauter parce qu'elle ne me convenait pas. Elle était toujours en 7 étapes. Mais elle permet pas d'éviter des écueils. Du coup, la bonne présentation que je garde, c'est celle-ci, dans laquelle je vais m'attacher à montrer ce qui fait qu'on va réussir à implanter et à analyser nos données. Parce que collecter des données, on peut en collecter plein, mais il faut être sûr qu'on va pouvoir s'en servir. Enfin, qu'une grande partie va pouvoir servir. Et en collecter plein, et j'ai été confronté à des sociétés aussi qui ont collecté plein de données et qui ont fait des choix qui ne les ont pas traités. Et finalement, ils se sont retrouvés en difficulté économiquement, en difficulté tout du moins, parce qu'ils essayaient de minimiser leurs effectifs de maintenance parce qu'ils avaient fait un investissement dans de la donnée et finalement le résultat ils ne l'avaient pas. Ils l'avaient pas parce qu'ils ne l'avaient pas analysé correctement. Enfin ils ne l'analysaient pas d'ailleurs. Donc c'est pas parce qu'on collecte des données qu'on va résoudre le problème. Voilà. Donc ça c'est déjà un premier point. Donc en fait quand on veut mettre en place la maintenance 4.0, on va déjà le faire d'une manière, on va se poser les objectifs. Quels sont les événements indésirables qu'on veut éviter? Parce qu'il y a des événements qu'on a, qu'on sait que de toute façon, pour l'instant, on va pas être, on sait vivre avec. Et puis on n'arrivera jamais à justifier à notre direction les investissements pour corriger des petits événements qui nous embêtent finalement pas tant que ça. Voilà, qui nous embêtent, mais qui n'ont pas d'incidence sur notre image, sur notre qualité, etc. Donc ça va être vraiment ça, de savoir quels sont les points qui nous... Donc ça, je reviens sur
Les événements redoutés, quels sont les événements qu'on veut redouter? Alors on va le faire à petite échelle, de façon à faire un démonstrateur, et du coup le généraliser. Et du coup, on arrive à convaincre l'ensemble des directions et de l'ensemble des acteurs de l'industrie, enfin, du site. Donc ça va être le premier point. Donc je vais vous citer les 7, et puis je vais vous faire voir des exemples dans lesquels on va retrouver ces éléments-là. Alors, ces étapes-là, on les a tout le temps, plus ou moins importantes. Il y a des fois, je vais pas aller jusqu'à la généralisation parce que je vais m'arrêter sur un point. On va le faire une fois, on va résoudre notre problème. Voilà. Bon, mais ça va me permettre vraiment de ouais. Bon, ben voilà. Euh, euh, donc, euh, alors, on va clarifier qu'est-ce qu'on veut éviter. On fait un état des lieux de ce qui existe, parce qu'il y a déjà des données des fois qui existent, qui sont déjà collectées. Mais par contre, il y en a d'autres, on va se dire, bah là, je ne les ai pas. Est-ce que je dois aller voir mon constructeur? Est-ce que mon constructeur veut bien que je prenne ces données-là? Il y a des constructeurs qui n'ont pas le sens du partage ou qui veulent pas le mettre à disposition ou qui veulent le mettre sous d'autres conditions. Donc ça, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on peut collecter, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir avoir des données qui seront nécessaires par rapport à l'événement redouté. Et là, on va faire une pré-analyse, sélectionner avec des experts. Ça, j'y tiens. À un moment donné, on me disait, oui, mais vous savez, l'intelligence artificielle, on va donner des données, ils vont trouver tout de suite, ils vont nettoyer, enfin, ils vont vous dire ce qui ne va pas. Bah ça ne marche pas. Ça, c'est sûr. Ça marchera peut-être un jour, mais pour l'instant, ça ne peut pas marcher. Alors, nous, Altrad, on n'a pas toujours les experts sur les sujets sur lesquels on travaille. Des fois, on les a, des fois, on ne les a pas, et on va avoir des experts, enfin des gens qui ont aussi l'habitude de travailler sur de la donnée, qui ont déjà eu l'occasion de travailler avec ces données-là. Je vais en citer, j'avais Sensei, par exemple, qui avait travaillé sur des machines, donc qui peuvent venir aussi avec une vue. Et plus on va avoir d'entreprises, plus on va avoir traité et résolu les, les grandeurs qu'on a besoin de mesurer ou comment détecter les événements redoutés, plus on réussira. Mais à chaque fois, chaque entreprise, chaque sujet, chaque machine, finalement, a son comportement particulier. Le profil de fonctionnement, ça c'est important, le profil de fonctionnement d'un ensemble, d'un équipement, d'un groupe d'équipements, à chaque fois, c'est la composante entre la machine, le produit et ce qu'on fabrique, quoi. Voilà, ça se ressemble, mais ça ne fait pas la même chose. Donc, donc là, l'étape 3, on va analyser les données et on va faire des tests spécifiques. Alors, derrière les tests spécifiques, c'est ce qu'on appelle en recherche opérationnelle le test de Ki2, etc. On regarde la base de données, comment le nuage de points peut être traité. Mais on s'aperçoit qu'on est obligé de nettoyer toutes ces données-là pour qu'elles soient exploitables. Des données en vrac comme ça, chaque fois, c'est du vrac. Et je vais revenir sur ces points-là dans les démonstrations que j'ai. Le nettoyage, des fois, nous permet de simplifier, de revenir à une composante, au lieu d'avoir une masse de données très importante, avoir un enregistreur. Imaginez un enregistreur, on analyse toutes les données à la seconde près, à la milliseconde près. Puis finalement, on s'aperçoit que peut-être qu'avec l'information, une fois toutes les heures, ça nous suffirait. Et ça nous aide bien quand on fait de la collecte d'informations, d'avoir la bonne information dans la bonne quantité qui reflète bien ce qu'on veut chercher comme défaut. Voilà. Je vais y revenir. Après, par rapport, on fait un rapport, une conclusion par rapport aux données qu'on a et qui étaient disponibles et celles qu'on a pu traiter, celles qu'on va pouvoir installer. On valide, on fait 2 fois qu'on a trouvé le point de détection des grandeurs qui signifie notre défaillance recherchée. Alors la défaillance recherchée, j'imaginerais aussi, c'est beaucoup plus facile de montrer avec les données quelque chose qui est arrivé et on a les données qui nous
disent comment c'est arrivé, plus des données quand c'était en bonne forme, en bon état. Si on n'a que des données d'un bon état, ça va être compliqué de trouver le bon seuil de détection. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et avoir une validation itérative, vérifier que si ça a marché une fois, que ça marche plusieurs fois. Euh, Après, bah, forcément, on fait un bilan, on forme le personnel s'il a besoin, parce que les nouvelles données, oui, euh, l'approche 4.0, la nécessité du bon renseignement, l'approche de la bonne information, elle passe à la fois par le personnel qui utilise, par le management qui comprend ce qu'il doit faire et ce qu'il doit faire faire. Voilà. Euh, et puis, alors, derrière ça, je parlais de la réalité virtuelle ou augmentée, RA et RV. Bon, ça, c'est pour former le personnel, pour comment on peut utiliser les capitalisations des données et fixer finalement le savoir. Voilà. Et après, on peut généraliser, lancer une itération et généraliser sur l'ensemble de l'usine ou le nombre de points qu'on veut faire. En fait, j'ai choisi un exemple. Là, c'était un client, c'était un parc de presse à injecter, sur plusieurs sites d'ailleurs, qui collectaient l'ensemble de leurs données. Toutes les données étaient renvoyées sur un site en Italie d'ailleurs, dans lequel on pouvait, via un système d'historian, on pouvait récupérer les données des pressions, des températures, enfin tous les événements qu'ils avaient, qui étaient disponibles sur des presses injectées. Et là, il y en a quand même pas mal. Alors en fait, derrière ça, ils avaient forcément des pertes de production, des surcoûts financiers, des risques de non-qualité, des pertes d'image vis-à-vis de leurs clients, euh, donc avec des pannes qui étaient aléatoires, des délais d'approvisionnement de pièces qui étaient souvent importants. La mise en stock des fois de ces pièces-là ne pouvait pas garantir la survie parce que si c'est des gros joints, enfin des choses comme ça, il y a des durées de vie. Euh, en fait, il vaut mieux l'acheter au bon moment. Et ça, c'est en fait dans notre maintenance, ce qu'on attend de la maintenance 4.0, c'est effectivement d'acheter les pièces au bon moment, juste à temps, quoi, hein. Voilà. C'est utiliser le conditionnel dans le sens pur, mais avoir la bonne information, il est temps de faire quelque chose. C'est vraiment l'analyse de risque qui marche aussi autour de ça. Donc, ne pas impacter le DRS de la machine, maîtriser l'organisation de son service, ça c'est, voilà, on va retrouver ça un peu partout quand même. C'était vraiment la clarification. Et dans le sens là, en fait, ben, sur ce cas-là, on avait effectivement plein de données de disponibles. Un jeu de données de l'événement redouté jusqu'à la panne, et après un jeu de données qu'on a retrouvé dans les historiques qui existaient, finalement du fonctionnement normal, le bon profil de fonctionnement après. Donc l'histoire a été de le faire après la remise en état complète du système, vérifier si finalement on arrivait à nettoyer les données. Alors, là, c'était le sujet, c'était un, un des événements redoutés, c'était sur un vérin de fermeture. Le mode dégradé dans le cycle de fonctionnement d'une presse à injecter, finalement, c'est quelques dizaines de secondes entre la mise en plastique, la poussée de la vis, l'injection du plastique. Alors là, on ferme, on a un maintien de pression, et puis finalement, on rouvre et on éjecte les pièces. Ça, quand on enregistre tout ça, on se retrouve avec des cycles de production. Et nous, ce qui nous intéresse finalement dans le vérin de fermeture, c'est la montée en pression, et puis là, la pression était maintenue. Donc dans l'intervalle de temps, finalement, on se retrouve avec peu de temps dans lequel on est vraiment en pression. Et avec une chute de pression, parce que le maintien, la presse ne remet pas en pression, elle met en pression hydraulique celle-ci.
Donc l'image, on pouvait détecter ces moments de haute pression et en combien de temps finalement elle dégraisse. Alors quand on a la courbe, on voit bien, si on pourrait en regarder, on se dit peut-être qu'elle n'est pas identique. Le profil de pression, quand on injecte, pourrait avoir cette attitude. Or, la collecte des données qui existait prend ces mesures, mais pas d'une manière cadencée. Au moment où il prend la donnée, il est peut-être en basse pression, il est peut-être dans la phase transitoire, il est peut-être au point maxi, mais on n'a pas forcément tous les points de la courbe. Sauf que finalement, statistiquement, on s'aperçoit que sur une journée, l'ensemble des pressions, on a des pressions maxi, on va avoir des phases transitoires, puis des phases où on est à zéro. Et ben, quand on nettoie, quand on connaît le cycle, finalement, qu'on analyse, on sait qu'on cherche ce moment-là. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était la défaillance du joint de fermeture, qui pouvait casser à tout moment, qui avait une durée de vie à peu près de 5 ans. Comment on pouvait le piéger? Et ben, finalement, on s'est aperçu qu'en nettoyant tout ce qui était transitoire, tout ce qui était en basse pression, tout ce qui était les hautes pressions, finalement, on pouvait avoir une vision, une sorte d'écart-type, une sorte de courbe de Gauss, des basses pressions et des hautes pressions, qui va être plus ou moins écartée. Et plus on va être usé, on va le voir après, plus finalement l'image est écartée. Donc avec peu de données, sur les données nettoyées, on sait si notre machine elle est en forme ou pas. Et on sait prédire 2 mois à l'avance, je dis bien 2 mois à l'avance, au moins 2 mois à l'avance, quand est-ce qu'on va avoir la rupture par rapport aux événements, sauf accident forcément. Je dis bien, quand on a des modes de fonctionnement d'usure, ça on sait le prévoir. C'est des accidents, des gens qui cassent en mettant le pied sur quelque chose, forcément, on ne peut pas le prédire. Donc, mais ça veut dire que dans l'ensemble des pannes que l'on a, il y en a au moins dans celles qui sont des modes d'usure classiques, on a 50%, on peut réduire facilement. Donc ça, c'est qu'on peut carrément maîtriser. Alors, moi, par exemple, maintenant, j'utilise beaucoup Maxair. On sait que quand ça marche bien, ça serait bien de ne pas l'ouvrir tout de suite. Le Maxair, ça dit touchez pas ce qui marche. En gros, voilà. Et quand on analyse bien, 80%, entre 80 et 90% des pannes qu'on a sont d'origine humaine avant. Hein. Il y a toujours quelque chose qui était. Après, voilà. Après ça, faut juste pondérer ce point-là. Alors, là, voilà. Donc là, je vous fais voir les courbes. Et finalement, entre l'état neuf, l'état un mois avant la rupture, un mois avant la rupture, on s'aperçoit que la forme était devinable comme ça. Là, le ROI, il est rapide. Quand on le généralise sur plusieurs machines, on maîtrise et on maîtrise son image. On avait une rentabilité voilà, sur 1 an et 6 mois. Donc là, dans ce cas-là, c'était pratique. Voilà. Deuxième, alors ça, c'est... Là, on avait un cas, on a travaillé sur la détection, on a vu des grandeurs, traitement de grosses données. Là, c'est trouver des capteurs qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe. Alors là, on est plutôt sur des capteurs de mesure de puissance électrique. Et c'est une grandeur qui est assez facile, celle-là, à mesurer. Encore faut-il qu'il y ait des capteurs qui existent, parce qu'il y en a qui sont adaptés plutôt, ceux qui existaient, ils étaient plutôt adaptés pour le tertiaire. Ils avaient besoin du neutre. Industriellement, il se trouve que des fois on n'a pas le neutre. Donc, alors après j'ai essayé de comprendre, mais donc ça on est en train de travailler avec une société qui s'appelle Vitricity, mais là c'était Voltaware, j'en ai un autre qui est derrière. Et là, l'histoire, c'est c'est comme si on a un enregistreur, mais sauf que là, j'analyse mes données en permanence. Je sais les régler et avoir une consommation. Alors avec ce genre de choses, ça nous a permis de détecter. Là, on avait un client qui avait des pannes, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait des ruptures de réducteurs.
Et on a vérifié à un moment donné si le réducteur avait été sous-dimensionné ou pas. Et a priori, il ne l'était pas. Donc on ne comprenait pas. Et finalement, on s'est aperçu que c'était des pannes qui n'étaient pas expliquées, aléatoires, ou comprises comme aléatoires. En mettant ça, on s'est aperçu qu'on a eu avec la consommation. Alors c'est juste l'histoire de la consommation, la puissance. La puissance nous donne finalement l'image de ce qui marche, un profil de fonctionnement quand il fonctionne. Et on s'est aperçu qu'on s'est retrouvé avec, sur 3 jours, à un moment donné, on avait une consommation dans un réducteur qui entraînait un convoyeur. Attention, hein, c'est avec des bidons, enfin des trucs. Euh, C'était tout simple. Sauf qu'on s'est aperçu qu'à un moment donné, la consommation était plus forte. Pourquoi elle était plus forte? Il n'y avait pas de raison qu'elle soit plus forte. Il entraînait la même chose, à peu près la même chose. Et bah, finalement, on s'est aperçu que c'était un réglage d'écartement, parce que le produit c'était pratiquement la même chose, mais il y avait un format. Il y a eu un format, et en fait, le réglage n'était pas respecté. Donc un capteur peut nous permettre de comprendre, en regardant les données, ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté une règle. Des fois, il a respecté, puis là, il n'a pas respecté. Donc, du coup, on a fait une corrélation avec le film de la production. On a compris qu'il y avait une procédure. Et voilà. Donc, ce genre de choses quand on veut surveiller des moteurs, on peut après avoir un profil de fonctionnement. On sait que quand ces consommations-là, normalement, on a un profil de fonctionnement de telle consommation. Quand on a un écart de consommation, il y a une alarme. Et plus on l'a tôt, bah, finalement, moins on va arriver à casser le réducteur, parce qu'au bout d'un moment, forcément, il était réellement en surcharge par rapport à l'utilisation et il cassait. Voilà. Ça, c'était le deuxième. Alors, on retrouve dedans les éléments. À chaque fois, on clarifie, on mesure, on analyse les données, on fait un rapport de préconisation, et puis finalement, on valide, et puis on reforme les gens, on corrige, et s'il y a besoin, on généralise sur plusieurs convoyeurs ou plusieurs machines. Il y en a plusieurs. Euh, et là, on n'avait pas besoin de faire une itération parce qu'on l'a trouvé, c'était effectivement pas réglé, quoi. Voilà. Enfin, ça arrivait que c'était pas réglé. Ça, c'est un autre cas avec des puissances. Alors voilà. Euh, Pourquoi j'ai ça? Bon, l'image, je suis désolé, c'est pas la bonne. C'est effectivement pareil avec la consommation électrique, mais là, on fait de la déperdition, de la mesure de déperdition énergétique. Là, c'est des rapports EDF, ça existe. Ça, c'est la météo, ça existe. On jumelle les informations qui existent de la météo avec des indicateurs de consommation électrique, plus des capteurs quand on veut analyser des départs. Au départ, on étudiait le réactif. On avait les risques d'amende réactive. Et on s'est aperçu que là, on avait des passoires énergétiques. Donc, on faisait le parallèle et la consommation de certains sites. Il y a Ça marche bien, vous entendez Là, vous m'entendez? Bon, on va continuer comme ça. Là, on s'apercevait que la consommation, finalement, on avait probablement une passoire énergétique et on l'a mise en œuvre et on avait vraiment l'incidence avec les informations de la journée où c'était ensoleillé, que c'était avec des nuages, etc. On arrive à retrouver le contexte et à savoir finalement, après, pour une journée donnée, on sait dire, eh ben, ce jour-là, probablement qu'il y a le nuage parce qu'il y a telle température, etc., parce que tu as telle consommation. Dans la consommation électrique, il y avait sur ce site-là, il y avait une partie qui était une consommation électrique, je vais dire, liée à l'activité, et une autre qui était liée finalement au chauffage. On avait un chauffage électrique, bien entendu, avec des consommations d'air comprimé, etc. On s'est aperçu qu'on avait des compresseurs qui
qui tournait, il y avait des fuites, enfin, on a fait une chasse aux fuites forcément, mais après on s'est aperçu qu'il tournait le dimanche, que des gens laissaient chauffer leur bureau, enfin voilà. Dans la maîtrise économique, il y avait des fois on travaillait pour payer des factures alors qu'on aurait pu faire du résultat, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est en utilisant des données des fois qui existent, eh ben, on arrive à faire beaucoup de travail. Donc ça, après l'ajout, après on peut ajouter des capteurs intelligents qui font le mixte aussi, il n'y a pas de raison. Mais dès l'instant qu'on a trouvé ces informations-là, à chaque fois, on est toujours quel est notre problème, la mesure, l'analyse des données, et puis là on fait un rapport, et puis on découle un plan d'action derrière, avec une itération, on remesure les évolutions, est-ce qu'on maîtrise ou pas la consommation et l'isolation. Thermiquement, il faut savoir qu'un mur, quand on va le voir, avec même un thermomètre, thermomètre thermique, on mesure l'extérieur, on sait à peu près dire combien il y a de température à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas, des fois, une caméra infrarouge, ça marche, mais un pistolet thermique, ça marche bien aussi. Hein. Donc voilà. Hop là. Et un autre cas qui a été mis en œuvre, c'est dans la vibration, la maîtrise. Oui, c'est. Oui, je vais aller vite alors. Ça on s'associe toujours à des spécialistes aussi, mais voilà, il faut le faire. Ou alors on sait faire de la surveillance vibratoire classique avec ACOM, enfin, etc. Par contre là, on peut faire de la surveillance avec des algorithmes qui vont écouter la machine, qui vont prendre le profil du bruit de la machine et nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et donc là pareil, on va clarifier, on va mesurer, on va différents équipements avec pour éviter les pannes redoutées, ce qui nous embête, avec des analyses de données et finalement une visualisation de l'état et de la surveillance de notre machine en temps réel avec des alarmes. Voilà. Donc voilà le genre. Pof, je suis trop loin. Voilà. Voilà. Merci. Merci, bravo Jean-Marc. Tu as dû batailler avec les micros, on a un gros problème de micro exceptionnellement sur ce salon. Bon, ça va se résoudre tout à l'heure. Il nous reste 2-3 minutes pour d'éventuelles questions. Je sais que vous êtes très nombreux. Au pire, vous pouvez toujours après parler en marge de l'espace. Mais est-ce qu'il y a déjà une question qui vous vient à l'esprit? Merci, c'était très intéressant. Finalement, qu'est-ce qui empêchait de faire ça dans les années 90 ? Parce que là, on parle de maintenance 4.0. Quel est le facteur qui fait qu'on peut faire ça plus à l'échelle que Ouais, avant les machines n'étaient pas, il n'y avait pas forcément Internet, donc déjà on n'arrivait pas à les connecter et à accumuler beaucoup de données. Parce que finalement on accumule quand même beaucoup de données. Donc l'un des facteurs était celui-ci. C'est-à-dire qu'on ne savait pas avoir de la donnée et la stocker et la restituer et l'analyser. On aurait pu l'analyser, hein, il y a des choses qui étaient faisables. Mais la mise à disposition, par exemple, pour l'EDF, c'était compteur, il n'y avait pas de compteur. La donnée n'était pas disponible en 80, quoi, voilà. Maintenant, elle est bien disponible. Et alors, elle est bien disponible, mais elle est sous un format. Quand on met, nous, nos capteurs, finalement, les capteurs qu'on met, on ressort, avec Victricity, je suis en train de bien développer cette affaire-là, d'avoir une surveillance industrielle. J'ai un autre exemple que je n'ai pas mis. Par exemple, je sais mesurer le bon fonctionnement d'un mât élévateur. Vous voyez, les transstockers qui se promènent, là, on fait un essai à vide. Et l'image électrique nous permet de savoir s'il y a un dur, s'il y a quelque chose qui frotte, qui est anormal, par rapport à son fonctionnement normal. Et
Et ça va jusqu'à identifier finalement le poids de notre câble. Souvent, donc l'analyse de la donnée, en 80, on aurait pu le faire, sauf qu'on ne faisait pas parce que les données n'étaient pas disponibles. Ça, c'est pour répondre. Enfin, c'est ce que je pense. Mais maintenant, on a les moyens de le faire et on a les outils statistiques aussi pour le faire et traiter en masse. Super, bon, on n'a malheureusement pas le temps de développer plus à travers les questions. Déjà, merci beaucoup Jean-Marc pour toutes ces informations. Également, je crois que vous êtes présent, non ?